Hello! Bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps que j'avais pas fait en fait un petit live. Donc je suis content de vous revoir ce soir. Je voulais m'entretenir de communication interpersonnelle ce soir parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont déroulées au cours des dernières années, plusieurs choses qui se sont déroulées au cours de la dernière année, plusieurs choses qui sont en train de se dérouler en ce moment. Et entre autres, un automne qui va être quand même pas mal chargé pour moi. Puis je voulais vous parler de communication parce que, en fait, c'est pas mal le centre de ce qui m'intéresse dans la vie, les relations humaines, la psychologie de la communication, la psychologie du comportement. Et il y a plusieurs choses qui sont reliées à ça. Comme vous savez, il y a l'émission Tribal que j'ai faite l'année passée qui a pris beaucoup de temps, mais aussi en parallèle, je venais de finir mon doctorat et en parallèle, je devais finir l'écriture de mon livre qui porte exclusivement sur les processus relationnels, c'est-à-dire comment fonctionnent les relations, comment fonctionne la communication interpersonnelle. Et donc, j'ai focusé beaucoup là-dessus, en fait, pendant la COVID. J'ai terminé le tournage de Tribal en janvier, je suis revenu au Québec, puis on a commencé le montage final pour terminer la série. Puis là, évidemment, je me faisais un petit peu mettre de la pression par les éditions de l'Homme, mes éditeurs, pour finir le livre, parce que là, je suis sûr que vous êtes quand même pas mal au courant. Il était supposé sortir il y a 1 an. Puis là, après ça, j'ai dû leur dire « Hé, les amis, ouais, finalement, que diriez-vous de ne pas le publier tout de suite? » Et on dit « OK, tu veux-tu une couple de semaines de plus? » Ouais, genre 52. Ils ont fait « OK, fait que, OK, mais écoute, hein, si tu peux pas le sortir là, ton livre, on l'écrira pas à ta place. » Donc, ils ont été super gentils. Pour vrai, les éditions de l'Homme, franchement, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux autres, travailler avec Jennifer Tremblay. Puis, bref, j'ai travaillé très fort sur ce livre-là au cours des 4 dernières années. Et là, je l'ai mis un petit peu de côté pour Tribal. Et là, quand je suis revenu de tournage en janvier dernier, là, je suis vraiment rentré là-dedans parce que là, ils ont dit « Guillaume, c'est terminé. Tu n'as plus de délai. Il n'y a plus moyen de repousser cette date. C'est comme ça. » Puis, à un moment donné, c'est correct. Il faut fonctionner sous la pression. Puis, j'ai décidé de dire « OK, on prend le défi et on finit ce livre-là. » Parce que j'avais toujours l'impression qu'il était presque fini. Puis là, après ça, j'ai arrivé vers la fin, puis je me dis, ben non, j'ai pas expliqué ça. Je veux dire, comment que les gens vont faire pour communiquer si j'explique pas ce mécanisme-là? Parce que là, j'essayais de me mettre à la place du lecteur, puis je me disais, OK, je me mets à la place du lecteur, la personne part pour communiquer, qu'est-ce qui va l'empêcher d'appliquer ça? Et donc, ça me mettait tout le temps en plein visage qu'il manquait un détail. Parce que souvent, en communication interpersonnelle, c'est une question de fraction de seconde. C'est ça qui est intéressant selon moi. Puis c'est ça qui est selon moi nouveau. Puis c'est là-dessus qu'il faut discuter. Ça se passe rapidement. Et ça se passe rapidement parce que le cerveau il est rapide. La communication, ça va aussi vite que les processus mentaux. Mais là, il y a 2 cerveaux en interaction. Donc, les processus mentaux de l'un interagissent avec les processus mentaux de l'autre. Et donc, ça va extrêmement vite la communication. C'est-à-dire comment un cerveau interagit avec l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir à quelle vitesse ces processus-là fonctionnent, mais surtout, quels en sont les signes, comment les activer, comment en tenir compte dans une communication, en quoi ça influence les processus relationnels, par exemple, la confiance, le fameux sentiment de confiance que tout le monde veut avoir quand on deal avec quelqu'un d'autre, quand on a une conversation, quand on veut créer une relation, quand on a une conversation difficile. Quelles sont les composantes qui créent ça? Donc là, pour moi, on est vraiment rendu à la croisée des chemins en termes de communication interpersonnelle, en termes de communication humaine. Parce qu'on se rend compte, pas juste à cause de la COVID, mais à cause des médias sociaux, à cause des plateformes virtuelles, on se rend compte la différence entre des processus de communication qui sont non relationnels ou même anti-relationnels versus des processus de communication qui augmentent la qualité des relations et augmentent significativement la qualité de vie. Et donc, ça devient de plus en plus important de parler de ça. On en parle énormément. On parle beaucoup d'isolation, surtout d'isolement, en fait. D'isolation, non pas tout à fait isolation, plus isolement. Depuis la COVID,
il y a beaucoup d'impact parce qu'on n'est pas en contact les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça fait? Donc, je suis invité beaucoup à parler de ça. Donc, ça a éveillé beaucoup la conscience de la psychologie, en fait, des relations puis de la communication interpersonnelle. Donc, ça, c'est une super belle chose. Et je pense aussi que la technologie et la science font en sorte qu'on comprend de plus en plus ce qui se passe dans le cerveau. On comprend de plus en plus spécifiquement quels sont les mécanismes qui font quoi en termes de comportement. Et entre autres des comportements relationnels, des réactions émotionnelles, et tout ça en adéquation avec nos personnalités, nos styles de personnalité. Il y a 5 traits de personnalité. Donc, il y a une interaction définitivement avec l'utilisation des processus de communication et l'utilisation de notre personnalité ou des traits. Chaque trait a ses forces en termes de communication et chaque trait a des potentiels, je dirais, bémols ou des facteurs de risque relatifs à des traits en particulier. Bon, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il y a un timing scientifiquement parlant et c'est vraiment intéressant. C'est intéressant scientifiquement parlant, mais moi, mon intérêt, et ça a toujours été ça, ça fait 17 ans que j'enseigne la communication. Mon obsession, ça a toujours été de dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on vit 100 ans, le temps passe comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on actualise notre qualité de vie, comment on matérialise nos projets, c'est tout de suite que ça se passe. Puis c'est le fun, la science, mais souvent la science, surtout la science, les sciences cognitives, les vraies, là, OK? Pas la pseudo-science, les vraies neurosciences cognitives, c'est un travail microscopique qui se déroule en laboratoire, puis souvent, là, c'est tellement minuscule et tellement rapide qu'on a de la difficulté à faire le lien entre ce qui se passe dans le cerveau et un comportement et, par exemple, mon projet. Ou, par exemple, mon intention avec une personne, ou l'idée que j'ai qu'il faut que je dise, puis que l'autre personne elle doit être emballée par cette idée-là. C'est quoi le lien entre ça, puis le fait que la personne doit être emballée par mon idée, ou la vente, par exemple, ou mobiliser quelqu'un. Donc, souvent, le stretch est difficile, OK? Il y a un grand écart entre le lab et la vraie vie. Donc, ça a toujours été mon obsession, mon intérêt, mon bonheur de dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, puis surtout comment on peut l'utiliser. Ma façon de concevoir la communication, c'est un petit peu comme le sport. Il y a moyen d'analyser scientifiquement le sport. Il y a moyen de découper chaque mouvement de chaque sport, chaque athlète au peigne fin avec une extrême précision, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va créer un Kobe Bryant. C'est pas ça qu'on va créer, qui va créer un Usain Bolt, un Wayne Gretzky, un Sidney Crosby. Donc, l'application des règles jouées, ce n'est pas la même chose qu'étudier. Ce sont deux choses qui sont indépendantes. En passant, là, j'ai le grand bonheur d'être assisté par Valérie Gendreau qui m'aide beaucoup. Donc, si vous avez des questions, là, je vous invite à les écrire. Donc là, je me gâte un petit peu. Là, je vous mets un petit peu en contexte sur ce dont j'ai le goût de parler ce soir, mais aussi, je veux répondre à vos questions et répondre aux questions aussi de ceux qui ont acheté la formation Psychom 1, une formation en ligne dont je vais vous parler tantôt. Mais je trouve que je vais faire des touch base comme ça live pour parler de communication et aussi répondre aux questions qui sont peut-être pas abordées dans la formation en ligne et qui peuvent être pertinentes pour chaque personne. Donc c'est ça, n'hésitez pas pour vos questions. C'est quoi la différence entre les connaissances et l'application, c'est-à-dire le sport? Et je trouve que la communication, c'est trop simple de la façon dont c'est enseigné. C'est pas parce que... En fait, c'est parce qu'on sous-estime la complexité de chacun des petits mécanismes qui prennent place à chaque instant. Et comme ils ne sont pas trop clairs, parce que c'est trop dans un laboratoire, ben, on ne peut pas bénéficier de ces connaissances-là. Puis on a tendance à se replier sur des trucs ou des recettes. Un truc, c'est une simplification d'une méthode, une sursimplification d'une méthode. Une recette, c'est une série d'étapes. A qui mène vers B, qui mène vers C, qui mène vers D, égale par exemple. Okay? Fait une recette, c'est une addition de composantes qui donne un résultat. Le problème en communication, c'est que c'est trop multivarié. Il y a trop de variables impliquées dans une communication et c'est impossible de structurer ça à l'intérieur d'une méthode A, B, C, D, E. C'est pas vraiment possible et les gens qui essayent de faire ça, ben, ils se sentent pas confiants, ils se sentent pas vraiment bien à le faire, mais surtout, ça fonctionne pas. C'est pas vraiment comme ça dont le cerveau fonctionne. Et puis, j'ai toujours voulu partager ces connaissances-là parce que la façon dont on communique change la qualité de vie. Souvent, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, mais je vais le redire là, le plus clairement possible. La communication, ça fait voir l'opportunité à chaque
secondes. Ça fait voir la fenêtre qui te dit « OK, là, c'est le temps. » Et si tu parles à cette seconde-là, de cette façon-là, ça va déclencher quelque chose. Ou si tu parles à cette seconde-là, à cet instant-là, de cette façon-là, tu manques ton opportunité et tu crées un impact qui va changer la disposition émotionnelle ou cognitive de la personne en face. Comme ça. C'est rapide. Et dans une conversation, c'est une série d'opportunités comme ça qui arrivent à chaque instant. D'une part. L'autre part, si on ne connaît pas les bons mécanismes de communication, on ne peut pas écouter. L'écoute, c'est... en fait, j'ai rarement vu dans ma vie, même dans toutes les cultures, une culture qui disait « Ah non, l'écoute, c'est pas si important que ça. Tu sais, les relations, c'est pas si important que ça. » Tout le monde s'entend pour dire « Ah oui, l'écoute, c'est super important. » Mais ça a une connotation de gentillesse. L'écoute, ça a une connotation de « Il faut être gentil les uns les autres. » Tu sais. Mais c'est pas ça, pas en toute l'écoute. L'écoute, c'est ça le sport. Le sport, ce n'est pas quand tu parles, c'est quand tu parles pas, parce que c'est ta conscience qui va déterminer ta capacité à saisir ce qui se passe et les réponses sont déjà là. Plus ton écoute est forte, moins tu forces. Moins tu sais écouter, plus tu vas travailler fort à t'exprimer, prendre de la place, hausser le ton, trouver des mots, trouver des arguments, trouver des phrases, toutes des choses qui sont extrêmement anxiogènes. Et les humains n'aiment pas ça travailler à prouver. Moins tu sais quoi écouter, plus tu vas travailler fort en expression. C'est sûr à 100%, 99,9999% des gens que j'ai coachés en atelier, en formation, ou les gens qui suivent des psychomes, ils font tous cette erreur-là parce que on fait l'erreur d'insister sur l'expression parce que ça fait partie de notre structure sociale et de notre système d'éducation. C'est-à-dire que dans notre culture, notre système d'éducation est basé sur le langage verbal, c'est-à-dire les données statiques. Les données statiques, c'est des concepts, des images, des mots, des arguments, des choses que le cerveau peut configurer ou créer virtuellement. Okay? Un mot, ça n'existe pas de façon tangible. Un concept, ça n'existe pas de façon tangible. Donc, le cerveau a organisé des balises depuis l'invention du langage verbal il y a environ moins 35 000 ans. Et ça fait en sorte qu'on peut s'orienter dans le monde. Et ça, c'est super important, s'orienter dans le monde, parce que c'est immense. Et le cerveau déteste être dans cette immensité-là. Il déteste être dans le flou, être dans le néant. Donc, on a créé du langage verbal pour créer des balises virtuelles. Et avec des mots, ce sont des stimulations sonores qui font en sorte qu'on peut activer au niveau cortical des réseaux communs pour dire ce que je vois dans ma tête environ, c'est ce que tu vois dans ta tête. High five, high five. OK, fait que là, on partage une connaissance commune, on partage un concept, on partage un mot. Ça prend ça, ça prend des balises communes pour pouvoir s'orienter dans le monde en groupe, à deux, évidemment en groupe et en société. OK, fine. Mais les mots, ça n'existe pas vraiment. Et je pense que c'est important de comprendre que si notre langage, notre communication ne repose que sur des variables fixes, c'est-à-dire rigides, comme des mots, des concepts qui sont virtuels, on ne peut pas générer ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, ce sont des symptômes relatifs plus à l'énergie. Bon, l'énergie, ça fait pas longtemps que j'en parle de ce concept-là. L'énergie, ça fait peut-être 5-6 ans, mettons. Parce que je me suis toujours rebuté à l'utilisation de ce mot-là, énergie, parce qu'il y a ce que j'appellerais brûlé socialement. Il y a des termes que j'appelle brûlés, c'est-à-dire qu'il y a déjà une préconception attachée à un mot, un concept. Et souvent, cette préconception-là n'aide pas le fonctionnement de la communication. Donc, l'énergie, c'est corrélé à toutes sortes de perceptions, comme par exemple les chakras, la spiritualité, l'au-delà, les autres dimensions. L'énergie, c'est aussi corrélé à la motivation, c'est corrélé au manque de motivation, c'est corrélé à la nourriture, c'est corrélé à tellement de choses. Ça ne veut rien dire, l'énergie. Qu'est-ce qui n'est pas de l'énergie? Okay? C'est ça la compose, c'est ça le tissu même qui relie les atomes et les particules ensemble. Donc, c'est très flou. Mais en écrivant mon livre, justement, à un moment donné, je me suis rendu compte, il y a quelques années, que je n'avais pas le choix d'accepter qu'il faut que je parle d'énergie. Et donc, je devais faire face à cette anxiété-là. Je devais prendre ma responsabilité de définir de quel type d'énergie, du moins, je veux parler. Donc, les variables fixes, les mots, il n'y a pas d'énergie là-dedans en soi.
Par contre, on en a besoin pour s'appuyer pour générer cette énergie-là. Pour les humains, il y a toutes sortes d'énergies possibles. C'est documenté au niveau scientifique, peut-être pas avec l'appellation énergie, comme par exemple la motivation, qui est un objet d'étude depuis au moins presque une centaine d'années, presque, là. Et la motivation, ben, dans le fond, c'est la propension à agir, c'est la propension à aller de l'avant, c'est le goût de. Et donc, on ne peut pas nier qu'il y a de l'énergie là-dedans parce que l'énergie est fortement corrélée au mouvement des particules. Et donc, comme nous sommes humains faits de particules, ben, c'est logique de considérer que nous sommes composés d'énergie, que nous, les humains, quand nous sommes en mouvement, oui, nous sommes porteurs d'énergie. Et donc, ça veut dire que la façon dont on conçoit la communication, oui, doit impliquer des variables statiques, des variables rigides ou non énergétiques, mais il doit y avoir un travail de conversion, c'est-à-dire comment on s'appuie sur des données statiques, comme les mots, les arguments, les concepts, les images qu'on porte dans notre tête, puis comment on convertit ça en énergie, c'est-à-dire en mouvement, en émotion positive, en motivation intrinsèque. En idées, en but porteur. Donc, tout ça fait partie de cette énergie-là humaine qui a différentes matérialisations et ces déclinaisons-là d'énergie humaine sont corrélées à de la qualité de vie. Et donc, la communication est directement en lien avec ça et ça devrait être le but de la communication, c'est-à-dire cette conversion-là en variables statiques qu'on porte en nous et être capable de créer cette dynamique-là. Et la relation est de l'énergie aussi également. Donc, tout ça pour dire que il a fallu que je définisse un petit peu plus ça en termes énergétiques quand je parlais de communication. Et là, on est rendu à cette étape-là actuellement aujourd'hui d'utiliser les mots et les différentes connaissances en psychologie, en neurosciences, en comportement pour dire comment on crée plus d'énergie humaine. La seule raison pour laquelle on a des conversations, c'est parce qu'on veut on va aller chercher un gain. C'est un gain en énergie. Il n'y a aucune association qui dure qui fait chuter l'énergie. Une énergie, c'est le but des interactions humaines. Donc, quand on investit justement, parce que quand on communique, on investit une part d'énergie, c'est qu'à quelque part, le cerveau veut courir la chance d'avoir un gain. Un gain ne veut pas dire une vente, ça ne veut pas dire nécessairement de l'argent. L'argent fait partie d'un gain en énergie parce que l'argent, la donnée financière, c'est une matérialisation de ce flot d'énergie-là, artificiel qu'on a créé, mais fonctionne selon les mêmes règles que d'autres formes d'énergie. Mais on veut chercher un gain, que ce soit le fait de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'être stimulé par quelque chose, de sentir qu'on est aimé par une personne. Tout ça a des impacts sur cette vitalité-là, sur cette énergie-là. Donc, on veut quelque chose. La question, c'est comment on fabrique cet accès-là à l'intérieur d'une communication. C'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie et c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon doctorat en neuropsychologie. C'est parce que je voulais avoir une meilleure grille d'analyse pour pouvoir convertir ça en méthode, que ça soit plus facile pour moi, pour tout le monde, pour ma mission, la mission que je me suis donnée, c'est-à-dire aider les gens à connecter mieux et créer le monde qu'ils veulent créer. Et pour moi, c'est ça la communication, c'est à propos de créer des conversations qui vont créer l'environnement, qui vont créer le monde qu'on a le goût de créer. Et je pense que c'est particulièrement important à ce stade-ci. Donc, j'ai créé Psychom pour enseigner ça. Et donc, je me suis rendu compte au cours des 17 dernières années que j'adore enseigner ça et c'est extrêmement puissant, mais aussi je ne peux pas me diviser non plus. Donc, j'étais face à ce dilemme-là et c'est pour ça que j'ai créé la formation Psychom virtuelle parce que je me suis dit, bien là, les gens que je peux pas coacher live, je fais toujours des petits groupes parce que sinon ça marche pas. Il faut que je montre à chaque personne comment intégrer chaque notion de communication parce qu'il faut que ça s'intègre un peu à la personnalité. Hein, parce que il y a des mécanismes qui sont communs à la communication, mais comment tu joues avec, ben là, c'est un peu unique par rapport à toi. C'est comme il y a des règles pour jouer au hockey, il y a des principes pour courir, mais à un moment donné, comment ils s'actualisent et vivent à l'intérieur d'une personne. On peut pas nier le fait qu'il y a une espèce d'unicité là-dedans. OK? Bon. Et c'est pour ça que je voulais créer quelque chose que les gens puissent suivre plus facilement. Donc, Psychom virtuel, mais aussi le livre qui s'appelle « Je suis un chercheur d'art » qui va sortir le 12 novembre, vraiment, vraiment excité. En fait, hey, c'est vrai, je l'ai remis ce matin. C'est ce matin que je l'ai remis aux Éditions de l'Homme.
ils m'ont donné... En fait, j'étais supposé le remettre hier. Puis là, je leur ai dit, j'ai juste besoin de juste 24 heures de plus juste pour relire telle chose. Tu sais, j'étais un petit peu perfectionniste. Et parce que je trouvais c'était un gros livre, OK? Puis là, je me disais, c'est-tu trop gros? Ça va-tu décourager les gens, tu sais? Puis, parce que c'est le plus gros livre que les éditions de l'Homme, je pense, ils ont publié, tu sais. Ils s'attendaient à un livre de 200 pages, 300 pages. Mon livre est 600 pages. Quand j'ai remis ça, là, je pense, le 2 mois, il était comme, c'est quoi ça, Guillaume? Je dis, mais c'est ça, c'est ça le livre. Il dit, mais c'est pas 300 pages, non, c'est plus, c'est un peu plus. Puis en fait, comme, OK. Fait que là, il était tout découragé parce que normalement, il ne publie pas des livres épais comme ça. Mais je ne pouvais pas le couper. Puis en fait, il était 800 pages. Il était 800 pages, mais là, mon éditrice Jennifer Tremblay a dit, là, on va couper, Guillaume, parce que là, ça va faire peur. T'sais. Puis je comprends, même moi, là, je veux dire, j'aime pas ça tant que ça, lire des livres. J'aime lire plus des articles. Mais là, si je vois un livre et pas comme ça, je suis comme, pas le goût de m'embarquer là-dedans. Mais ce qu'il y a dedans, c'est extraordinaire. Mais bon, c'est important de couvrir les éléments qui sont là-dedans pour rendre la communication la plus claire, la plus fonctionnelle possible, et surtout pour vous donner le maximum de clés. OK? Je me dis tout le temps, mettons là, que je meurs demain, puis c'est tout ce qui reste. Je veux au moins laisser le maximum de choses qui va durer le plus longtemps, puis qui va fournir le plus d'outils à plus de situations possibles. Bref, c'est une grande passion pour moi, hein, les relations humaines puis la communication. C'est dur pour moi d'arrêter ça parce que quand on embarque là-dedans, là, puis je vous le dis, là, tu peux pas arrêter. Parce que plus tu étudies ça, plus tu comprends que les choses ont un sens. Il n'y a rien là, qui n'a pas de bon sens. Le pas de bon sens, là, c'est un humain qui ne comprend pas. C'est la seule chose. C'est l'écart entre ta compréhension et ton sentiment. C'est tout. Ça a du bon sens. Et c'est ça, moi, que j'ai le goût de fournir comme outil, parce que quand une personne parle, puis tu comprends, pas juste les mots, mais le sens, quoi faire, les timings, c'est facile aimer la personne en face, puis c'est facile savoir qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant-là. C'est un sport, mais c'est un sport qui est tellement complexe, qui est nouveau, puis on avait besoin de la science pour y arriver. Et en fait, pour vous parler de Psycom, OK? Psycom, c'est une compagnie que j'ai créée il y a maintenant 17 ans, quand j'avais 20 ans. Puis, au début, je faisais pas de coaching de leader ou du coaching de développement ou du coaching de business ou des conférences. C'était pas vraiment ça mon but. C'était vraiment exclusivement, quand une personne est assise devant toi, tu fais quoi? C'est la seule chose qui m'intéressait. Donc, pendant au moins les 8 premières années de Psycom, je me suis qu'intéressé à ça. Puis je ne coachais que ça, en fait. Et la série Psycom 1, 2, 3, c'était que ça. Et c'est la même chose actuellement aujourd'hui parce que la formule, elle est solide, elle est rodée, elle marche, c'est efficace. Et donc, c'était Psycom 1 avec quoi j'ai commencé. Et la première chose qu'il fallait montrer, puis que je montre encore dans un Psycom 1, que ce soit un Psycom 1 en vrai ou Psycom 1 virtuel, il faut savoir tout ce qui se passe avant même qu'on commence à parler. Souvent, puis c'est arrivé encore dernièrement, des gens que je ne peux pas nommer, tu sais, des fois dans la vie, on ne choisit pas toujours avec qui on s'associe. Okay? Puis pour un projet en particulier, que je ne peux pas nommer, mais tout de suite, j'ai rencontré une personne avec qui, il fallait m'en que je travaille. Et je pense au bout de 10-11 secondes, il y avait tellement de problèmes, il y avait tellement de choses problématiques dans sa communication que je me suis dit, c'est sûr que ça va être difficile, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, là, puis il n'y a rien de magique là-dedans, hein, c'est vraiment juste un entraînement, c'est vraiment l'étude, la pratique et tout ça comme un sport. À un moment donné, là, juste la façon dont une personne respire, il y a déjà des alertes qui disent « Oh, attention, telle chose, attention, telle chose ». Et souvent, ça va se confirmer dans la première phrase, ça va se confirmer dans la première minute. À un moment donné, là, on vient avec un instinct qu'on sent qu'est-ce qui se passe. Juste la façon dont une personne sourit, bouge, respire, tout ça. Le corps, ça bouge tout le temps. Il n'y a rien de rigide. Hein. C'est toujours en mouvement. Et à un moment donné, à force d'écouter, tu sens ces mouvements-là avant que les mots sortent. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus intéressante parce que on est capable de prédire des choses qui peuvent arriver, mettons, dans plusieurs mois.
Par exemple, juste en regardant certains patterns de communication d'une personne, je peux dire, fort probablement, elle va aimer tel genre de choses, ça va éviter telle affaire, ça ne voudra pas admettre ça, ça va être sa zone de préférence, ta, ta, ta. Et puis, on est capable vraiment, vraiment de nommer des choses précises. Puis là, je mets un bémol là-dessus, là, j'essaye vraiment pas de faire comme si c'est magique. C'est pas magique. C'est avec le temps, c'est avec l'écoute. C'est à force de comprendre qu'est-ce qui fait bouger une personne, qu'est-ce qui la fait penser d'une certaine façon, pourquoi elle sourit à cet instant-là. Il y a une raison. Ça n'arrive pas comme ça, il n'y en a pas d'hasard. Pourquoi elle a fait une saccade oculaire, par exemple, ça? Okay? Ça, par exemple, les petits mouvements latéraux d'une saccade oculaire, en fait, il y a une anti-saccade, c'est-à-dire l'éloignement par anxiété d'une cible, et après ça, le fait de revenir dans les yeux de l'autre, ça, c'est une anti-saccade suivie d'une saccade. Donc, ça, c'est fortement corrélé à l'anxiété. Donc, il y a plein de micro-signes comme ça qu'à un moment donné, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Tu sens directement, sans avoir à pointer ces choses-là, comment une personne se sent, et on est capable d'en tenir compte. Puis on est capable de s'occuper, par exemple, des bons sujets de conversation dans une communication. Bref, toutes ces choses-là qui ne sont pas de l'ordre du verbal sont spécifiquement abordées dans Psychom 1 ou dans Psychom 1 virtuel. Parce que c'est prioritaire. C'est prioritaire parce que si les éléments non-verbaux ne sont pas en place, si on ne sait pas écouter ces éléments-là, on manque le trois quarts du message et c'est sûr qu'on va parler dans le vide. Et si on parle dans le vide, ça veut dire qu'on brûle des idées. Qu'est-ce que ça veut dire brûler des idées? Ça veut dire, lorsqu'on parle, la valeur de ce qu'on dit est associée à la propension du cerveau de la personne en face à l'absorber. Donc, on ne peut pas dire, moi, ce que je dis, c'est bon. Ça dépend pas uniquement de ça. Ça dépend fortement sur la capacité d'absorption du cerveau de la personne en face. Et on fait, OK, parfait, intéressant. Parce qu'il y a des systèmes cognitifs qui sont chargés d'absorber l'information, de s'intéresser à l'information, puis des systèmes cognitifs, des systèmes inhibiteurs, qui sont chargés de refuser l'information et qui sont chargés d'associer l'information à des émotions négatives et donc de se charger de refuser l'information dans l'instant et dans le futur lorsque cette même information va revenir. Ça, c'est un petit mécanisme. C'est tellement important parce que l'activation de ces deux mécanismes-là dicte les timings de conversation. Donc, indépendamment du message, là, si la personne n'est pas dans une fenêtre d'opportunité cognitive où est-ce que c'est le bon moment d'amener une idée, c'est impossible à créer l'impact qu'on souhaite dans une communication. Puis les impacts qu'on souhaite, qui sont valorisés, puis qui sont importants, c'est créer une relation positive de confiance, faire en sorte qu'une personne trouve notre idée intéressante et s'y intéresse, créer de l'ouverture, garder l'attention de la personne en face, avoir de la crédibilité, avoir du leadership, vendre. Tout ça, ce sont des processus normaux de communication qui sont absolument nécessaires. Puis il y a pas ce ne sont pas des mauvais objectifs, ce sont des bons objectifs, mais c'est ce qu'on appelle des résultats de communication. C'est-à-dire que notre cerveau, mettons moi, je ne peux pas synthétiser du leadership moi-même. Le leadership, c'est un effet ressenti ou interprété par le cerveau d'en face. Donc, à n'importe quel moment, lorsque le cerveau, consciemment ou pas, implicitement ou explicitement, il essaye de formuler un résultat, c'est-à-dire, OK, il faut que je sois vendeur, OK, il faut que je sois clair, il faut que je sois pertinent, il faut que je sois sympathique. Tout ça, ce sont des effets, ce sont des résultats. Ce sont des bons résultats. On veut faire vivre ça à la personne en face parce que c'est prédicteur d'un paquet de choses positives en interaction humaine. Mais ce ne sont pas des comportements. Et le cerveau ne parle que le langage du comportement. Il ne parle même pas le langage verbal. Et il parle pas non plus le langage des résultats parce que ce n'est même pas synthétisé à l'intérieur de la personne, mais bien en face. Donc, Psychom 1 porte sur les processus de communication. Des processus que moi je qualifie de base, mais ne sont pas de base. Ils sont très rapides, sont très précis. Et s'ils ne sont pas en place dans une communication, on va travailler en double, en triple et en quadruple de façon verbale, physiquement, émotionnellement, pour essayer de forcer un mécanisme de communication, alors que c'était juste pas le bon moment, c'était pas le bon outil dans l'instant présent. Donc, il y a un paquet de choses qui sont absolument nécessaires en communication et que, vraisemblablement, ne sont jamais abordées. Ça fait 17 ans que je me dis, ben là, ça se peut pas qu'on parle pas de ça. Non,
on n'en parle pas. Parce qu'ils ne sont pas compris, parce qu'ils ne sont pas nécessairement bien enseignés. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui utilisent ça un peu instinctivement. Ce sont les gens qui sont plus performants naturellement, je dirais, en communication. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est naturel. C'est pas parce que c'est naturel qu'on ne peut pas s'améliorer. Vraiment pas. La naturelle, c'est une base. Cool. Mais là, la base est là. On peut aller jusqu'ici. OK? Puis c'est pas parce qu'une personne n'a pas ces habiletés-là de communication qu'ils ne seront pas capables de les développer. C'est une question de capacité de générer un comportement précis. Donc, c'est une question de comportement, donc c'est une question d'enseignement. Oui, il y a des personnes qui ont un certain talent, OK, interpersonnel. C'est sûr que le quotient intellectuel, ça aide, c'est sûr. Et il y a un trait de personnalité qui aide aussi. C'est un des 5 traits de personnalité qui s'appelle l'agréabilité. L'agréabilité augmente la capacité à détecter les émotions des autres. Okay? Souvent, c'est confondu avec le concept d'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence émotionnelle, c'est un mythe, ça n'existe pas vraiment. C'est un mix de quotient intellectuel et d'un trait de personnalité. C'est pas une vraie intelligence, donc ça, c'est un peu... Il y a différentes conceptions comme ça qui sont erronées là, en psychologie, parce que c'est très marketing. Hein. C'est très difficile de discerner ce qui est vrai de ce qui est marketing en psychologie. Mais bref, on est capable d'apprendre ces comportements de communication comme un sport. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous être des Usain Bolt? Non. Mais justement, on est capable d'apprendre ces comportements-là pour être extrêmement performant, puis améliorer significativement sa qualité de vie, son rapport à soi, son fonctionnement. Et donc, ce sont des choses qui doivent être apprises. Mais il faut y aller assez précisément. Il faut y aller à la vitesse du cerveau. Donc, Psychom 1, ça montre comment apprendre ces micro-comportements-là qui sont, la plupart du temps, indétectables, mais qui sont, dans les faits, mesurables scientifiquement parce qu'on a maintenant des instruments pour le mesurer. Donc, ça s'apprend, et non seulement ça s'apprend, mais ça change la façon dont une personne répond, se sent, et ce qu'elle va dire. Et c'est fascinant de voir ça. Donc, Psychom 1, dans le fond, le but, c'est de décortiquer ces petits mécanismes-là pour faire en sorte que les choses soient faciles à détecter pour vous, pour que les choses sortent, je dirais, naturellement. En communication, si les choses sont trop rigides, sont trop carrées, on ne se sent pas confortable, la personne en face le détecte, c'est pas naturel. Donc, comment on fait pour que ça soit naturel? Il faut que ce soit le bon comportement, au bon dosage et au bon timing. Lorsque ça, c'est là, ben, on est nous-mêmes, on est naturel en train de faire un comportement naturel, mais c'est un comportement qu'on a choisi. Donc, c'est très possible d'avoir beaucoup de comportements de communication puis de se développer là-dedans sans avoir à changer et sans avoir à ce que ça soit fake ou non authentique. Absolument pas. Il faut que ça soit 100% authentique. Donc, il y a une façon de le faire parce que le cerveau, il est extrêmement précis. Il va détecter tous ces petits écarts-là. Et quand on est capable de mettre ça en place, les effets peuvent être assez spectaculaires. Et plus on se pratique, meilleur on est. Et plus l'écoute se développe. Donc, Psychom 1, ça sert à ça. Et il y a différentes questions. Je vais répondre aux questions dans quelques instants. On me posait la question, mais Guillaume, c'est quoi la différence entre le livre que tu fais et Psychom 1 virtuel? Psychom 1 virtuel, c'est basé sur le pratico-pratique. C'est-à-dire que oui, il y a de la science, oui, je vous explique des mécanismes, il faut les comprendre, puis après ça, on montre comment jouer avec. C'est une question de jeu, c'est une question d'applicabilité. Donc, dans Psychom 1 virtuel, j'ai eu le très grand privilège d'avoir des gens qui ont accepté que je montre des extraits de formation pour que vous voyez vraiment c'est quoi apprendre à le faire. C'est important, pas juste de dire « il faut faire ça », comme si c'est simple. Il faut voir comment l'appliquer précisément, quand ça marche pas, de façon précise pour que vous fassiez « ah, OK, c'est petit, c'est là, c'est à ce moment-là, puis voilà, ça passe comme ça, comme si de rien n'était, mais c'est pas comme si de rien n'était. » C'est pas parce que quelque chose a l'air naturel qui est simple. Très loin de là. En fait, c'est plutôt l'opposé. Plus quelque chose a de l'air naturel chez une personne, plus c'est quelque chose qui est extrêmement bien ficelé. Donc, avant que les choses soient rapides et soient, je dirais, à un moment donné, naturelles, parce qu'à force de pratiquer, comme n'importe quelle activité, les choses deviennent naturelles et s'intègrent naturellement à notre personnalité. Donc, c'est important pour moi de vous montrer des vraies personnes qui apprennent ça, comme tous les gens que j'ai coachés depuis 17 ans, qui ont appris ces mécanismes-là, puis que vous voyez l'impact. Et donc, c'est quelque chose qui était
qui était important pour moi que vous voyez en toute transparence, pas juste moi qui explique des affaires sur PowerPoint, parce que c'est facile, ça. C'est facile d'avoir de l'air bien intéressant, puis que les choses marchent comme si de rien n'était quand on explique de la théorie. Mais moi, je n'y crois pas. Ce qui fait que ça marche, c'est montrer comment le faire précisément, puis les stratégies qui ont mené à l'application d'une stratégie en particulier. Et pas juste ça, pas juste comment le faire, voir l'effet de ça. Donc, dans Psychom 1 virtuel, c'est la première fois qu'on a fait ça avec l'équipe de HXM, Niri puis Henri. On a filmé des chants contre chants, c'est-à-dire on a filmé deux personnes qui se parlent simultanément, puis on a monté ça ensemble, ce qui fait que sur un écran, vous voyez deux visages. Donc, vous voyez une personne qui crée des stratégies de communication, puis vous voyez à la seconde près l'impact sur le visage de l'autre. Donc, le renforcement, il est dans le visage de l'autre. Fait que, ce qui est intéressant, c'est de voir que si tu modifies certaines choses dans ta communication, tu es capable de lire l'impact exactement à cette seconde-là sur le visage de l'autre personne. Évidemment, il faut connaître le bon mécanisme, il faut connaître le bon comportement à faire, le bon mécanisme à faire dans l'instant présent, puis il faut aller voir, mais il est où l'impact exactement dans le cerveau? Il est où l'impact qui va se refléter dans le visage? Et quand on voit ça, c'est comme si on a notre renforcement directement, on voit notre impact. Et ça, le cerveau, il a besoin de ça, parce qu'on apprend par renforcement dopaminergique. Donc, la dopamine est sécrétée quand il y a un renforcement, c'est-à-dire, je fais quelque chose, and now what? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce qui va se passer avec l'impact de ce que j'ai fait? Donc, quand on voit un impact puis on le détecte consciemment, il y a un renforcement dopaminergique. Puis ça, c'est ma job. C'est le fun de dire, tu fais ça en communication, la réponse va être dans le visage de l'autre. C'est pas juste, je pense que je suis bon. Ça marche pas de même, une communication. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe à la seconde 1. C'est pas, oui, l'équipe théorique. Non, 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 non. C'est comme le tennis, mettons. Tu peux pas te déclarer bon joueur de tennis tout seul. Tu peux pas dire, non, mais je suis vraiment bon. Ouais, mais avec qui tu joues? Non, non, mais gars, on s'en fout qui joue, je joue tout seul, mais je suis bon. Tu sais, ça se dit pas. Tu sais, quelque chose qui n'a pas de bon sens là-dedans. Ben, on dit ça quand même en communication. Ah, je communique pas bien, je communique bien. Bon. OK, mais c'est parce que on ne peut pas le définir tout seul. Il faut le définir dans l'interaction. Et ça fait en sorte qu'au lieu de travailler tout seul, on travaille en équipe dès la seconde 1, parce que dans le fond, là, c'est juste ça qu'on veut. Les humains, ça veut être en équipe. C'est juste que ça a peur, ça a des anxiétés, il y a des mécanismes qui sont tout croches, il y a des externalités. Des externalités, ce sont des facteurs externes qui vont inhiber la relation, par exemple. S'il y a un facteur externe qui fait en sorte que je ne peux pas créer une relation ou j'ai un agenda caché, que j'ai un gain à l'externe qui ne se situe pas à l'intérieur de la relation, oui, il y a des facteurs externes qui vont upstager, comme on dit en anglais, la relation. Oui, ça existe. Mais ce n'est pas représentatif de toutes les relations ou de tous les mécanismes de communication. Puis souvent, il y a moyen même de combattre les externalités en ayant des gains plus forts qu'on découvre dans l'interaction pour dire, oui, j'aurais peut-être un gain à l'extérieur, mais à la minute, là, on vit de quoi de vraiment intéressant, puis finalement, on aime ça. Parce que, tu sais, les grands projets, là, c'est toujours issu de relations, puis que ça a cliqué avec quelqu'un, qu'il s'est passé quelque chose, puis c'est toujours ça, des grandes histoires. Mais les grandes personnes qu'on admire, les grandes compagnies qu'on admire, c'est pas parti de rien, c'est parti de petits. C'est parti de petits mécanismes, de petites idées, de tomber en amour avec quelque chose, de triper avec quelqu'un. Tout ça, ce sont des petits mécanismes. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Au lieu de se concentrer pour changer la planète au complet, moi, je propose de faire d'autres choses. Comprenons notre machine, notre propre cerveau, utilisons-le mieux en équipe, et c'est ça qui fait en sorte que par ricochet, on transforme ce qui se passe autour de nous, on transforme l'énergie qui se passe autour de nous, on transforme la qualité de nos idées, la qualité, la direction de nos projets, on influence les autres, on impacte les autres de façon positive, on leur donne le goût de faire la même chose. Donc, ça se fait, ça. Mais ce n'est pas un hasard, ça part de petit. Et moi, je pense que la neuropsychologie et la psychologie, c'est là pour ça. Petit. Petit, c'est plus fort. Gros puis vide, ça ne marche pas. Des grands principes, des grandes révolutions, ça ne marche pas. C'est plus fort et c'est plus satisfaisant et c'est plus surtout durable. Partir de petits, solides, bien intégrés à nous autres, puis après ça, on est capable de changer des grandes choses. Et c'est la même chose avec tous les entrepreneurs que je coach, autant ceux qui commencent de ceux qui sont rendus millionnaires. Bien, ça ne se fait pas comme ça.
De l'argent, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait tranquillement. Ça se fait précisément avec toutes sortes de petits mécanismes. Oui, entre autres, des mécanismes de communication parce que c'est impossible. Vendre une idée, créer de la mobilisation, faire en sorte que les autres trippent avec nous autres sans communication. C'est impossible. Et plus les objectifs sont grands et difficiles, plus ça prend des hautes habiletés de communication. Bon, bref, là, je m'énerve, là. Quelques questions. Bonsoir Guillaume, je travaille sur un projet pour aider une clientèle Asperger ayant de grandes difficultés de communication. J'adore ton travail et tes recherches. Selon toi, est-il pertinent que j'achète ta formation étant donné la clientèle type que je souhaite aider? Autre question similaire, est-ce que cette formation peut aider face à des défis de communication reliés aux neurodivergences au sein d'une même famille? TSA, TDAH, douance. Bon. Bonne question. Je me fais souvent poser cette question-là parce que souvent, ce qui est associé aux gens, c'est habileté de communication ou déficit grave de communication est associé à des symptômes un peu stéréotypés, des problématiques psychologiques cliniques claires comme Asperger, autisme. Bon. Mon but, là, c'est pas de vous vendre la formation psychomane coûte que coûte. Les autistes fonctionnent de façon différente que des humains qui ne sont pas autistes, des humains qui sont normaux. Okay? Donc, ce que j'enseigne, ce sont des mécanismes qui vont fonctionner dans un spectre de normalité. Okay? Mais c'est sûr que quand on commence à étirer plus loin dans le spectre de normalité, ben, les mécanismes fonctionnent de façon moins flagrante, moins spectaculaire. C'est sûr. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est inutile, absolument pas. Parce que moi, j'utilise ça avec certaines clientèles qui sont aussi Asperger. Définitivement, Asperger, là, la plupart des mécanismes fonctionnent avec les gens qui sont Asperger. Okay? Ça dépend du niveau. Okay? Si c'est autisme, là, puis il y a des niveaux là, d'autisme, ben, ça peut fonctionner moins parce que ce ne sont pas les mêmes barèmes. Le cerveau ne fonctionne pas de façon standard. Okay? Mais ce que j'enseigne dans Psychomane virtuel s'applique à l'ensemble des humains. Et c'est sûr que quand on s'en va dans des choses qui sont plus rares, plus stéréotypées dans des extrêmes, ça s'applique plus difficilement. Mais Asperger, définitivement. TDAH, définitivement. La première chose que j'enseigne dans Psychomane virtuel, gestion de l'attention consciente versus attention périphérique, de plusieurs types d'attention qui fonctionnent de façon différente. Et si on ne fait pas la différence entre les deux, si on ne l'utilise pas, on nuit dès les premiers millisecondes aux stratégies de communication. Donc, l'attention, je vous dirais là, qu'il y a au moins, là, je pense, au moins une demi-heure où j'explique comment ça fonctionne. Puis, on passe une grande partie de l'atelier à savoir comment l'appliquer et surtout créer ce qu'on appelle de l'attention conjointe. C'est-à-dire que le but de l'attention synchronisée dans un dialogue, c'est pas juste gérer son attention, c'est de s'assurer que le même focus attentionnel est présent à chaque instant de la communication. Ça va faire partie des choses que vous allez pouvoir faire si vous comprenez comment ça fonctionne et comment l'appliquer. Autre question, selon toi, pourquoi l'énergie change si vite lors d'une communication? Grande question. Je dirais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut comprendre les mécanismes d'anxiété. L'anxiété, c'est un processus qui est normal. Ça va, ça vient, tout le temps. Des fois, l'anxiété est très élevée, elle reste plafonnée très longtemps. Mais si l'anxiété est élevée, c'est ce qui va mettre un frein à l'énergie. C'est ce qui retient le mouvement vers l'avant. Mettons que l'énergie, c'est ce qui crée le mouvement vers l'avant, l'intérêt, le goût d'aller vers, le goût de s'approcher de quelque chose. Cette énergie-là, ce qui va la freiner, ça va être les systèmes anxieux. Donc, l'anxiété. Donc, en communication, je dirais, il faut être expert en anxiété. C'est-à-dire, pas les troubles anxieux. L'anxiété normale, l'anxiété qui vont puis qui viennent et qui fluctuent, comme ce que vous mentionnez dans la question, ça fluctue constamment de tours de parole à l'intérieur même d'une phrase, ça bouge. Il faut lire ça. Pas juste nommer l'anxiété. En fait, souvent, on n'a pas besoin de nommer les émotions. C'est pas vraiment utile la plupart du temps de faire ça, mais il faut la détecter. Et surtout, il faut détecter l'anxiété, parce que l'anxiété va être un prédicteur d'un système d'activation inhibiteur et on va être capable de lire, entre autres, dans les clignements d'yeux, dans les mouvements oculaires, dans la respiration, dans la façon dont une personne utilise sa bouche, dans les rétroactions en termes d'hochement de tête, la position corporelle, tout ça. Donc, cette anxiété-là a 1001 symptômes. Et il faut le connaître. Donc, l'anxiété est une des raisons qui fait en sorte que
l'énergie bouge. Et quand une personne, on sent qu'une personne a beaucoup d'énergie, on en a beaucoup, la personne en face, elle en a beaucoup, c'est qu'elle souvent n'est pas sur un système d'inhibition relié à l'anxiété, elle va être un système d'activation. C'est un système d'approche qui est principalement relié à la dopamine. Donc ça, c'est beaucoup relié à l'énergie. J'en parle de façon vraiment détaillée dans le livre et j'en parle aussi dans la formation, entre autres avec l'utilisation du go, no go, qui sont les fenêtres d'opportunité qui déterminent les tours de parole. Est-ce que la formation de Psychom virtuel et son contenu sont reconnus par le ministère de l'Éducation? Je le sais pas. Je ne sais pas. Il y a plusieurs... Je sais que ma formation la plus avancée, là, où on apprend non seulement Psychom 1, Psychom 2, Psychom 3, coaching, leadership et tout ça, ça s'appelle Précog. Okay? C'est une grosse formation qui dure 1 an et demi. Ça, c'est vraiment la formation la plus étoffée, okay, qui existe, que j'ai créée. Celle-là, je le sais qu'on l'a fait reconnaître auprès du ministère de l'Éducation. Vous pouvez même utiliser ces frais-là pour les déduire de vos impôts, en plus. Mais Psychom 1, je ne sais pas si elle est reconnue par le ministère de l'Éducation. Psychom 1, mon feeling, c'est plus que non, parce que les formations courtes de 3 jours sont trop courtes. Précog, c'est une formation longue, fait que oui. Donc, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Voilà. Bon. Quand la personne est incapable de détecter le non-verbal et continue de parler, est-ce une pathologie? Bon, on va-tu là-dedans? On y va. Pas longtemps. Ça peut, OK? Pas nécessairement. Mais une personne qui parle sans arrêt, qui est complètement déconnectée de son environnement, souvent, ça va être associé à différents troubles de personnalité. Pas uniquement les troubles de personnalité, mais oui. Ça va être aussi associé à l'anxiété en général. Okay? C'est pas parce que l'anxiété est très élevée qu'on a nécessairement une pathologie. Ça veut pas dire qu'on est c'est pas parce qu'on est très anxieux qu'on a un trouble anxieux. C'est pas parce qu'on est très anxieux qu'on a un trouble de personnalité non plus. Okay? L'anxiété, là, c'est normal. Là. Je veux dire, moi, je suis très anxieux comme personne. J'ai pas de problème avec ça. Je sais quoi faire avec ça. Tu sais, l'anxiété, là, faut vraiment... ça fait partie des choses dont il faut parler. Là. D'ailleurs, là, c'est comme un gros tabou, puis on sait pas quoi faire avec ça. Là, mais c'est vraiment pas un big deal. C'est juste que il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il faut savoir quoi faire avec dans l'instant présent au niveau stratégique. Sinon, tu te fais manger par l'anxiété. Fait, bon. Donc, c'est pas nécessairement une pathologie, mais oui, les pathologies sont plus corrélées avec des difficultés relationnelles et des difficultés de communication interpersonnelle. Fait que oui. Mais ça, c'est un grand domaine, hein, parce que chaque trouble de personnalité, par exemple, qu'on va qualifier selon le DSM comme des pathologies, ont des styles de communication bien à eux. Des façons de créer un contact, des façons de se tenir, des façons d'avoir de la proximité, des façons de se tenir loin, de se tenir à l'écart, de choisir les sujets de conversation, d'élaborer l'intimité, créer l'intimité verbale ou non verbale. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes. Hein. La communication, là, pour moi, ce que j'aime là-dedans, c'est très pratico-pratique parce que ça nous permet de nous connaître mieux, ça nous permet de comprendre mieux comment fonctionne l'autre, puis surtout passer à l'action. Mais la communication, telle que je l'enseigne, c'est le début de la fenêtre sur comment fonctionne l'humain au sens large. Fait que souvent, quand on commence avec la communication, on se rend compte que là, on ne peut pas arrêter là, on veut savoir d'autres choses, on va aller plus loin. Puis c'est pour ça qu'il y a Psychom 1, Psychom 2, Psychom 3 et Précog. Pour ceux là, qui veulent vraiment tout savoir, mettons. Comment communiquer avec les personnes qui ont dans leur culture de ne pas regarder la personne qui parle. OK, super intéressant. Oui, bon, les processus que j'enseigne, ce sont des processus que je qualifierais d'universels. Selon la littérature scientifique et selon ce que j'ai testé dans une centaine de pays, c'est universel. Mais il y a d'autres modérateurs qui viennent un peu abrier ou changer ces processus de communication-là interpersonnels, entre autres la culture. La culture a un impact, mais la culture va aller comme modérer sur les processus naturels automatiques. Okay? Donc, par exemple, le fait de regarder dans les yeux ou la posture ou la distance interpersonnelle, c'est beaucoup modulé par des règles culturelles. Donc, souvent, on part de cette base-là neurobiologique, puis après ça, on l'adapte en fonction du contexte. Fait que même quand je visite dans n'importe quelle culture, je prends tout le temps pour acquis que oui, je vais avoir des intuitions, oui, je vais lire des choses, mais après ça, la façon dont je vais utiliser ces comportements-là doit bien s'arrimer avec les codes sociaux. Comme par exemple, au Japon, l'autorité est extrêmement respectée
respecter et les gens ne regardent pas toujours directement dans les yeux. Ça ne veut pas dire que c'est un regard qui est fuyant, c'est un code qui est créé culturel. Donc, c'est comme ça s'additionne aux composantes naturelles neurobiologiques. Donc oui, on en tient compte. Quand on n'a pas accès au non-verbal, la communication est-elle possible? On a toujours accès au non-verbal. Le non-verbal n'est pas strictement en termes visuels. C'est sûr que le cerveau il est vraiment fait pour traiter l'information visuelle, mais pas uniquement. Parce que quand on est au téléphone, il y a du non-verbal. Le ton de la voix, ce n'est pas du verbal. Les amplitudes, les amplitudes au niveau du son. Le pitch, comment on dit ça? C'est la note, c'est aigu ou plus grave. Ça rentre dans du non-verbal. Les timings de communication, la façon dont une personne respire, quand est-ce qu'elle brise la communication. Ce sont toutes des choses qu'on est capable d'entendre si on est attentif. C'est sûr que ça demande plus d'attention parce qu'on n'a pas les codes visuels, donc c'est plus difficile, c'est vrai. C'est pour ça que je recommande souvent de séparer les interactions, c'est-à-dire les tours de parole, juste pour être sûr de bien entendre ce qui va être après une phrase. Par exemple, surtout la respiration, ou quand une personne est sur le point de parler, on va entendre la bouche s'ouvrir. Okay? La bouche, c'est toujours un petit peu humide, puis on entend... C'est un peu drôle de faire ça, quand même. Je le fais plus. Mais la petite bave, là, ici, là, ça fait un son quand on ouvre la bouche, puis on entend ça plus une inspiration. Ça, c'est du non-verbal. Ça, c'est un indicateur d'un processus mental, entre autres d'un système d'inhibition ou d'une attention divisée. Fait il y a plein de choses qu'il faut écouter, mais encore là, l'écoute est proportionnelle aux éléments dont on a conscience qu'il faut écouter. L'écoute est proportionnelle à la conscience. Si on ne sait pas quoi écouter, on ne peut pas écouter. Si on ne sait pas quoi écouter, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est reprendre le contrôle de la conversation, puis il va vouloir parler ou réfléchir en prévision de parler. Alors que ce n'est pas du tout les zones d'efficacité. L'efficacité, c'est quand tu ne travailles pas fort, quand l'autre travaille et toi, tu fais juste écouter les éléments pertinents puis attendre les bons timings. C'est vraiment le fun. Et plus on avance dans la communication, plus moins on devient obsédé par le fait de s'exprimer parce que l'idée, c'est d'utiliser le moins de mots possible et de faire le meilleur impact possible. Et ça, c'est un effet proportionnel au leadership. En fait, le leadership ou les grands effets de communication sont inversement proportionnels au nombre de mots. Moins on utilise de mots et plus c'est puissant, plus nos effets sont forts. Plus on utilise le nombre de mots avec un effet qui est faible, ça veut dire que nos mots ont peu de valeur. Ça veut dire qu'on a un impact qui est plus faible. Donc, ce sont des choses qui sont modulables essentiellement par le niveau d'écoute. Mais l'écoute, il faut savoir quoi écouter. Ça veut dire que le but, c'est d'apprendre ces éléments-là à écouter, puis surtout savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça. OK, j'ai vu ça. OK, and now what? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a une chaîne de choses. Là. Il y a plein de responsabilités qui arrivent quand on a détecté quelque chose. Et ça se montre. C'est un plaisir. Je vais terminer là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui m'écrivent. Merci de me suivre. Merci de m'encourager. Ouais, c'est une belle année qui commence. Une année pas mal en termes de communication. Puis j'ai bien hâte de vous présenter ce qui s'en vient. Puis amusez-vous à communiquer. Puis si vous sentez que Psychom 1 virtuel vous parle, ben moi je vous encourage vraiment. Je pense que vous allez avoir du fun. Je pense que ça va juste vous donner des réponses sur des choses que vous avez le goût de savoir, selon moi. Et voilà. Puis je pense que des Facebook Live comme ça, je vais en faire une fois par mois ou quelque chose comme ça parce que ça nous donne l'occasion de parler ensemble, connecter un petit peu en live et aussi répondre à des questions pour ceux et celles qui font cette formation-là virtuelle. Ben comme je suis pas là, ben c'est le fun de pouvoir répondre à des questions live aussi, tu sais. Fait que c'est une occasion aussi de regarder comment vous vivez ça, cette formation-là, puis qu'est-ce que vous apprenez, puis si on peut compléter par d'autres informations supplémentaires. Fait que je vous souhaite une belle soirée, puis une bonne nuit.